Et en effet, bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour, Jeff Wittenberg. Merci d'être avec nous ce matin. Vous serez tout à l'heure à Dunkerque avec Emmanuel Macron pour le lancement d'une nouvelle usine de batteries pour voitures électriques construite par le Taïwanais Prologium qui a choisi ce site. Je crois qu'il ouvrira en 2026, 3000 emplois à la clé. C'est une traduction concrète du plan de réindustrialisation qu'a annoncé hier Emmanuel Macron. Ça veut dire que l'industrie verte, c'est ce qui va en quelque sorte redynamiser, qui va donner du carburant à l'industrie française et à l'économie française en général? Tout à fait. Vous savez, c'est un exemple très intéressant, Dunkerque. On a détruit ces dernières années, je dirais entre le début des années 80 et 2015, près de 16 000 emplois industriels à Dunkerque. C'est absolument gigantesque. Et là, grâce aux différents projets que nous sommes en train de sortir de terre, on a une usine de batterie qui va arriver, Vercors, on travaille sur ArcelorMittal, on travaille sur différents projets d'attractivité. Donc celui que vous venez d'évoquer, Prologium, c'est 16 000 emplois industriels, donc 6 000 détruits, 16 000 que nous allons créer à Dunkerque. C'est des perspectives pour les jeunes de ce territoire. C'est des emplois qui rémunèrent 20% de plus que la moyenne. À un moment, on a un problème de pouvoir d'achat, c'est évidemment très important. Et c'est des emplois qui créent de l'emploi par ailleurs. Pour que ces entreprises créent de l'emploi, s'installent, l'État verse des crédits que certains dénoncent. Alors, par exemple, vous avez le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui applaudit cette politique pro-business qu'Emmanuel Macron fait depuis 2017. En revanche, vous avez des hommes politiques, des syndicats. J'entendais Fabien Roussel hier dire qu'on aide les entreprises, mais quand elles partent, on ne leur demande pas de rembourser les aides qu'elles ont perçues. Est-ce que c'est normal? Alors, c'est pas exact. Je vous donne un exemple. Bridgestone, quand ils sont partis du territoire français, eh bien, ils ont dû rembourser les aides dont ils avaient bénéficié. Pas l'intégralité. C'est pas exact non plus. Éco-conditionnalité, ça c'est important. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise est aidée, elle n'est pas aidée avec de l'argent qui arrive de nulle part. Elle est aidée pour financer des équipements, des investissements qui sont faits sur le territoire français. Ce que nous finançons, c'est des investissements, des équipements sur le territoire français. Et 3, je dirais, c'est une politique pour l'emploi. C'est une politique qui a permis de baisser le taux de chômage français, là où nous étions dans un chômage de masse en 2016, je le rappelle, on était proche d'un taux de chômage à 2 chiffres. Nous sommes aujourd'hui à proximité de 7%. Il y a 6 ans, tout le monde nous riait au nez en disant « vous n'y arriverez pas ». En réalité, nous sommes en train d'y arriver. Le taux de chômage des jeunes diminue, le taux de chômage des seniors diminue, et nous continuons. Vous y voyez un succès de votre politique. Vous pensez aussi qu'aujourd'hui, l'industrie verte, cette façon de relancer une autre industrie en France, il faut la favoriser par un système, par exemple, de bonus à l'achat de voitures qui n'auront pas de grosse empreinte carbone, en gros, qui ne seront pas fabriquées dans des pays comme la Chine et qui utiliseront du carbone pour venir en France. Est-ce que vous assumez une politique de protectionnisme, comme le font par exemple les Américains, comme le disent les Américains, sans complexe? Est-ce qu'aujourd'hui, la France est devenue protectionniste? Non, je crois que ce que la France veut faire, et l'Europe avec, c'est une politique qui soit en faveur de l'emploi européen et en faveur de la compétitivité européenne et française. Et effectivement, nos compatriotes ne comprendraient pas que quand on utilise de l'argent public, eh bien, on finance des emplois qui sont à l'autre bout du monde, dans un contexte où, en plus, les productions à l'autre bout du monde sont faites dans des conditions sociales et dans des conditions environnementales qui sont bien moins exigeantes qu'en France. Donc il faut moins taxer les voitures qui sont fabriquées, par exemple, qui seront fabriquées en France qu'en Europe. En fait, lorsque nous voulons accompagner les consommateurs et leur permettre d'avoir accès à un véhicule électrique, eh bien, on leur donne cet avantage-là si la voiture est fabriquée en Europe et en France. Cette politique-là, vous l'affichez et en même temps, il y a un organisme qui est une institution même d'État qui vous reproche de ne pas en faire assez. C'est le Conseil d'État qui a dit il y a 48 heures que les objectifs de la France ne seraient pas atteints et qui vous demande d'en faire davantage. Est-ce que ça veut dire, qui vous met en demeure même d'en faire davantage, que vous n'en faites pas assez, comme le Conseil d'État le dit? Ce n'est pas exactement ce que dit le Conseil d'État. Il salue des efforts, mais il dit qu'il faut en faire plus. Le Conseil d'État, mais il dit qu'il faut en faire plus. Le Conseil d'État relève que nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 2,5%, ce qui était notre objectif. Nous avons tenu notre objectif
en 2022. Mais le Conseil d'État signale que, d'ailleurs, sous l'impulsion de la France, à nouveau, nous avons rehaussé nos objectifs climatiques. Et donc, il attend un plan de la part de la France pour dire comment Mais vous les on atteindrez, va ces plus objectifs, vous les fort rehaussez, mais est-ce que vous les atteindrez? en augmentant nos objectifs de baisse de gaz à effet de serre. Et évidemment, nous y travaillons. C'est tout l'enjeu de la planification écologique et énergétique que nous menons sous l'égide de la Première ministre et qui est attendue, comme vous le savez, pour fin juin. Pour faire baisser les gaz à effet de serre, vous rangez, dans ces moyens d'y parvenir, la filière nucléaire. Vous souhaitez la relancer, on le sait. Plusieurs pays sont d'accord avec cette stratégie. Vous allez, je crois, les réunir la semaine prochaine. En revanche, notre principal partenaire, l'Allemagne, tourne le dos, toujours, à une stratégie nucléaire. Comment on fait pour coordonner nos efforts quand l'Allemagne a une politique opposée? Vous savez, l'Alliance du nucléaire que j'ai lancée en Europe, c'est 14 pays qui sont prêts à réinvestir dans le nucléaire. Et l'objectif, c'est que nous travaillons ensemble pour faire du nucléaire un des éléments de notre politique énergétique pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc, chaque pays est libre de son mix énergétique. L'Allemagne peut choisir de ne pas utiliser le nucléaire. Ça ne pose pas un problème, Mme Pannier-Runacher? Ça ne pose pas de problème parce que nous sommes aujourd'hui majoritaires en Europe et j'ai souhaité effectivement réunir ces pays et nous serons plusieurs ministres la semaine prochaine à avoir un séminaire autour du nucléaire pour savoir comment ensemble on va travailler sur de nouveaux réacteurs, sur la sûreté nucléaire, sur la façon, au fond, de décarboner notre économie. Et cela va évidemment en parallèle du développement des énergies renouvelables. Nous nous privons d'aucun outil sur la décarbonation. En attendant l'énergie décarbonée, il y a une énergie que beaucoup de Français utilisent quotidiennement, ce sont les carburants, les hydrocarbures. Il y a eu un début de polémique cette semaine parce que vous avez demandé aux distributeurs, les grandes surfaces notamment, de faire un effort sur leur marge parce qu'aujourd'hui, le carburant en France est plus cher que dans de nombreux pays européens. Vous n'avez pas été tout à fait entendu. Michel-Édouard Leclerc a dit que le gouvernement était, je cite, gonflé de demander cela aux distributeurs et pas aux pétroliers, notamment à Total. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, j'observe d'abord que les prix du carburant ont baissé de 4 centimes depuis le moment où, effectivement, j'ai pris cette position. Et cette position, elle est clairement adressée à tous les acteurs de la filière, qu'il s'agisse de la grande distribution ou de Total et d'Esso. Et j'ai personnellement écrit à Michel-Édouard Leclerc, à Patrick Pouyanné, le patron de Total, et nous avons personnellement appelé Esso. Donc, tout le monde est au rendez-vous devant les Français. Soit, effectivement, il y a, et je peux le comprendre, des éléments de coût qui sont liés à l'impact des blocages de ces dernières semaines et qui expliquent qu'il y a une différence de prix entre la France et d'autres pays européens. Mais dans ce cas-là, on fait la transparence et en tout état de cause, l'objectif, c'est quand les prix baissent du pétrole, on doit le voir à la pompe et c'est ce que je continue de demander aux acteurs de la profession. Si les carburants restent aussi hauts qu'ils le sont aujourd'hui, même s'ils baissent de 4 centimes, avez-vous dit, est-ce que le gouvernement, les pouvoirs publics seraient prêts à un nouveau geste, à une nouvelle ristourne comme on en avait vu à la fin de l'année 2022 ? Le geste que nous avons fait, il est très concret. Oui. C'est celui de l'indemnité carburant que nous avons mis en place. Je parlais d'une ristourne, comme vous l'aviez fait. Non, mais moi, je vous parle d'une indemnité carburant parce que ce que nous souhaitons, c'est effectivement cibler nos aides, en particulier ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Mais il n'y aura pas de nouvelle ristourne, Madame Pannier-Runacher ? Ce n'est pas l'objectif et vous savez que l'objectif aujourd'hui, c'est tout simplement de retrouver un niveau normal du prix du carburant. Nous sommes en train d'y arriver. Nous revenons à un prix qui est celui qui correspond à avant la crise en Ukraine. Et je le redis, j'attends des industriels et des professionnels de baisser leur prix. C'est ce qui est en train d'advenir. Les industriels nous ont d'ailleurs indiqué, les distributeurs, que ces prix allaient continuer à baisser dans les prochains jours. J'en accepte l'augure. Madame la ministre, une dernière question. Vous allez vous rendre donc aujourd'hui à Dunkerque avec le président, avec d'autres ministres. Vous le savez, un comité d'accueil pas forcément enthousiaste va vous attendre, puisque c'est le cas à chaque fois qu'un ministre et a fortiori le président se déplace. Vous y êtes habitué en quelque sorte à ces casserolades, les casseroles teintes, le gouvernement passe en quelque sorte. Comment vous vivez cela ? Vous savez, il y a les agitateurs professionnels d'un côté, puis il y a les habitants qui attendent des décisions de création d'emplois. Et je pense que ces décisions, elles sont très importantes pour le territoire, de Dunkerque. Il y a une colère qui est toujours là, vous la ressentez, vous l'entendez, vous la voyez, après la réforme des retraites. Il y a une colère qui est là, mais elle est quand même portée par un nombre, je dirais, de personnes. Les casserolades, ce sont plutôt
un nombre restreint de personnes sur chaque déplacement. Et nous, ce que nous voulons, c'est répondre à l'ensemble des Français. J'étais hier en déplacement et je suis allée au-devant de ces personnes qui manifestaient, une quinzaine de personnes. On a échangé et ils ont pu me dire qu'ils ont pu me parler de pénibilité, mais ils ont pu me parler d'augmentation de salaire. On a assez peu parlé de retraite. Et je le redis. Vous pensez donc que la page est en train de se tourner? Je pense surtout qu'on doit travailler au service des Français, qu'il y a des enjeux de pouvoir d'achat, qu'il y a des enjeux de création d'emplois, et c'est sur quoi nous sommes mobilisés avec le président de la République. Et c'est tout l'enjeu de ce plan de réindustrialisation. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, ministre donc de la Transition énergétique. Et c'est la suite de Télématin. Merci.